Voilà, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Cohésion sociale, nous en sommes aujourd'hui à la quatrième livraison, toujours avec notre invité principal, à savoir le docteur André Kabanda Kana. Bien entendu, il est ministre près le président de la République, celui-là même qui a dans ses attributions gouvernementales la mise en œuvre ou si vous voulez l'établissement d'un climat social propice à la souveraineté pour un développement harmonieux de la République démocratique du Congo. Alors, docteur Kabanda, la cohésion sociale, disions-nous la fois passée, donc c'est donc une œuvre de chaque Congolais à quelque niveau qu'il se trouve. Vous avez insisté donc la fois passée sur les rôles que doivent jouer les institutions, à savoir le président de la République, le gouvernement dans toutes ses composantes et aussi le Parlement. Merci, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent encore une fois. Merci pour m'avoir invité. Effectivement, la dernière fois, nous avons parlé du rôle des institutions de la République, en commençant par le président de la République. Et là-dessus, j'ai insisté sur le fait de l'impulsion qu'il donne en cette matière de la sauvegarde de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et surtout de la cohésion sociale. Je parlais du rôle du gouvernement dans toutes ses composantes, comme vous venez de le dire, et dans les actions qui se déclinent à travers les différents piliers du programme du gouvernement qui visent les actions qui sont à la base, parce que ce sont des actions qui visent à éradiquer toutes les antivaleurs en fait qui érodent un peu la cohésion sociale. Et donc le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, est en train de travailler sur ce domaine de manière tout à fait engagée. Et on a touché un mot au rôle du Parlement. Ici, Oui. on va peut-être y revenir très rapidement pour dire deux choses que j'avais dites déjà la fois passée. C'est que, comme on le sait, notre Parlement a un rôle de dicter les lois. Et donc, tous les instruments juridiques qui ont rapport à cette problématique Oui. sortent du Parlement. Et Aujourd'hui. aujourd'hui, Et on avait également parlé du rôle de chaque exactement, parlementaire pris individuellement. c'est le deuxième aspect. Et donc, nous espérons vraiment cette fois que nous allons pouvoir revoir tout cela pour faire en sorte que le Parlement puisse dépoussiérer les instruments anciens qui existent, parce que on va peut-être y revenir en matière de la répression contre les tribalismes et la discrimination. Il y a des lois qui existent depuis très longtemps, dont une ordonnance loi qui existe déjà depuis 1966. Et à l'entrée de cette session parlementaire, nous avons appris avec joie qu'il y a un projet de loi visant effectivement Oui, sur à le combattre, tribalisme. voilà, Oui, sans à vous combattre le interrompre, je crois, tribalisme. oui, comme vous l'avez dit, on va aborder la question, mais j'aimerais qu'on comprenne encore un autre point d'actualité, puisque vous avez parlé du président de la République. On l'a suivi dans un de ses messages dernièrement, à savoir son discours devant le Conseil de sécurité, c'était par visioconférence. Ouais. Est-ce qu'on a pu relever dans cette adresse une préoccupation fondamentale du chef de l'État, au fait, préoccupation qui tend à pouvoir favoriser cette cohésion tant recherchée? Juste dire un mot sur le deuxième aspect pour le Parlement, on l'avait dit la fois passée, c'est les élus du peuple peuvent aider effectivement en faisant passer le message, en sensibilisant leurs élus par rapport à la cohésion nationale, à l'unité nationale. Pour revenir au discours du président de la République qu'il a prononcé il y a 2 jours en vidéoconférence pour l'Assemblée générale des Nations Unies, deux aspects importants concernant particulièrement ce qui se passe à l'est du pays. Cette partie du peuple est en proie à des conflits par les groupes armés
Et le président de la République a donné 2 messages importants. Le premier, c'est de dire que les groupes armés qui déstabilisent, qui sèment la terreur dans cette partie du pays, sont financés par des réseaux qui sont connus, des réseaux qui sont internationalement connus, qui exploitent les richesses de notre pays et qui instrumentalisent tant les nationaux que les étrangers pour s'aimer l'instabilité dans ce pays. Alors, le premier message du chef de l'État, c'est de demander à la communauté internationale qui connaît bien ces réseaux de faire en sorte que ces réseaux soient sanctionnés. Ces réseaux, pour vous, ce sont des États ou des individus? C'est difficile d'identifier le réseau à un État. Je pense que il y a plusieurs acteurs dans ces réseaux. On ne va pas citer les noms des pays ou des individus. Il s'agit bien des réseaux bien organisés. Ou des multinationales. Tout ça, ça peut entrer dans ces réseaux-là. Et donc, il faut que la communauté internationale soit attentive par rapport à cette problématique. Le message, donc le premier message du président de la République, c'est de demander à cette communauté internationale de faire en sorte que ces réseaux puissent arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire à l'est du pays. Deuxième message, c'est en rapport avec la MONUSCO. Aujourd'hui, il y a des négociations pour pouvoir voir comment on peut mettre fin à la présence de la MONUSCO dans le pays. Le deuxième message du chef de l'État, c'est de dire, pendant que nous sommes en train de négocier, il faudra peut-être que l'ONU revoie le mandat de la MONUSCO, particulièrement de la force rapide d'intervention, pour qu'elle soutienne de manière effective les FARDC pour les aider effectivement à débouter dehors ces groupes armés qui nous mènent à une guerre sale. Mais qu'est-ce que la MONUSCO pourrait encore faire, monsieur le ministre? Qu'est-ce que cette MONUSCO pourrait encore faire aujourd'hui qu'elle n'a pas pu faire pendant 20 ans? Mais c'est ça le grand problème. La classe, les Congolais sont divisés à ces propos-là. La MONUSCO, c'est une force qui est dans notre pays depuis plusieurs années et qui avait comme une mission principale le maintien de la paix. Et dans cette mission, elle est appelée à préserver, en tout cas à protéger les civils. Aujourd'hui, à l'Est, les civils ne sont pas protégés du tout parce que cette guerre sale dont je viens de parler par les groupes armés tant étrangers que nationaux, c'est une guerre asymétrique qui n'est pas classique. Qui n'est pas conventionnelle. Et qui fait beaucoup de victimes dans la population civile. Et donc la MONUSCO a le devoir de protéger. Et comme au sein de cette MONUSCO, il y a une force d'intervention rapide, cette force peut être renforcée. Voilà ce que la MONUSCO peut encore faire, qu'elle n'a pas suffisamment fait, pour permettre à cette force rapide, qui a la puissance de fait suffisamment reconnue et solide, pour aider les FARDC à mettre ces groupes, en tout cas ces terroristes, hors d'état de nuire. Oui, les FARDC qu'il faudrait également renforcer davantage en moyens logistiques et financiers. Et ça, le chef de l'État est en train de... le gouvernement s'y emploie chaque jour pour mettre nos forces armées dans l'état de combattre, parce que comme je viens de le dire, c'est une guerre tout à fait asymétrique. Ça veut dire que ce n'est pas une guerre classique. Ce sont des gens qui, non seulement utilisent les uniformes de nos forces armées pour infiltrer les villages, se faire passer pour des militaires nationaux et faire quoi? Aller derrière les lignes de front pour s'en prendre aux civils. Alors, Excellence, on vous a suivi vous-même lors de votre dernier message dans le forum sur la gouvernance. On a suivi plusieurs communications et parmi ces communications, il y avait la vôtre qui était orientée au fait dans le sens de ces renforcements de la cohésion.
de quel forum vous voulez faire allusion? Oui, sur la gouvernance. Oui, dont je n'ai pas été invité pour intervenir. Oui. Je devais représenter effectivement le chef de l'État, mais je ne l'ai pas fait, mais c'est plutôt le Premier ministre, voilà, qui a représenté le chef de l'État et qui a fait passer un message fort, un message qui est celui de renforcer la gouvernance de la nation, parce que la gouvernance est à la base de tout. La gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale. Voilà. Merci pour ces passages en revue de quelques points qui touchent à l'actualité. Alors maintenant, nous devons continuer avec les rôles que doivent jouer les institutions de la République démocratique du Congo. On a parlé des institutions à caractère national. Alors aujourd'hui, nous allons en fait toucher, si vous voulez, les points focaux, c'est-à-dire ce qui touche directement à la vie de 80% de la population. Et ceux qui gèrent, ce sont les gouverneurs, ce sont les assemblées provinciales et toutes les autorités des entités territoriales décentralisées, comme on les appelle. Alors, quel est le rôle que doivent jouer, le rôle premier que doivent jouer nos assemblées provinciales? Elles sont là depuis quelques années. On a l'impression qu'aujourd'hui, elles sont là juste pour se régler les comptes, pour se chamailler, alors que les populations croupissent dans la misère la plus noire. Effectivement, nous avons parlé du gouvernement central et nous pensions aborder, entre autres aujourd'hui, le rôle des entités provinciales et des entités décentralisées. Les gouverneurs de province, comme on doit le savoir, et selon la Constitution, ce sont les représentants du chef de l'État dans les provinces. Et dans le cadre de l'administration, de la libre administration, dans le cadre de la décentralisation, les gouverneurs de province ont un rôle important à jouer dans les provinces. Ce sont eux, évidemment, il y a des attributions qui sont propres au gouvernement central, il y a des attributions qui sont partagées, comme on dit, hein, comme la Constitution le dit, entre le pouvoir décentralisé et le pouvoir central. Et il y a des attributions propres au gouverneur. Au niveau de province, il y a ce qu'on appelle la conférence de gouverneurs. Cette institution qui est essentiellement consultative a un rôle important, justement, de coordonner la politique de la cohésion nationale, de l'unité nationale à travers le pays. Et donc, les gouverneurs de province ont un rôle important à jouer. Alors, un rôle important à jouer, mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on ne sent pas le leadership de toutes ces institutions dirigeantes, toutes ces institutions provinciales aujourd'hui. Je pense que c'est la mission que nous avons aujourd'hui, parce que dans cette mission que nous avons à consolider, à promouvoir, en tout cas le vivre ensemble, ce message que nous faisons passer, il est adressé à tout le monde, en commençant par les responsables des provinces qui sont les gouverneurs. Dans les prochains jours, nous allons, donc dans le cadre du plan que nous sommes en train de mettre sur pied, nous allons recourir au concours des responsables de province, donc les gouverneurs de province, pour que nous puissions mettre ensemble une stratégie pour permettre effectivement à chaque gouverneur qui est responsable dans sa province d'être le chef d'orchestre, de nous aider à faire de sorte que la cohésion, l'unité nationale, la solidarité, le vivre ensemble, la paix, toutes ces composantes soient préservées, consolidées, promues dans chaque province avec le concours des gouverneurs de province. Oui, monsieur le ministre, c'est pour consolider tout ça, comme vous le dites. Vous savez qu'on ne peut pas cultiver la cohésion avec une population affamée, une population qui est coupée de la misère. Est-ce qu'on tient compte de toutes des priorités? Aujourd'hui, c'est par exemple la promotion de l'agriculture et des routes de dessert agricoles.
Le gouvernement central est en train d'aborder tous ces aspects-là parce que, comme je vous ai dit, les fondements de la cohésion, c'est résoudre tous les problèmes qui touchent au social, oui, de la population. Nous avons parlé des antivaleurs qui sont la corruption, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le régionalisme, le séparatisme. Ça, ce sont des antivaleurs qu'on doit combattre. Mais le gouvernement est en train de travailler aussi pour régler les problèmes sociaux de la population. Parce qu'on ne peut pas parler de la cohésion nationale avec une population affamée. Voilà, s'il y a une égalité de répartition des richesses, si la population ne mange pas à sa faim. Et donc, les efforts du gouvernement aujourd'hui, parce que le gouvernement, quand il lance les actions, c'est une impulsion nationale pour que chaque province, dans le cadre de la décentralisation, puisse s'approprier de chaque projet et faire en sorte que ce projet prenne effectivement, parce que, par exemple, je vais prendre un seul exemple, quand le ministre de l'Agriculture lance le programme agricole, ça concerne qui? Ça concerne les provinces. Parce que, bon, lui, au niveau national, il impulse la dynamique. Et donc, les provinces doivent travailler de concert avec le gouvernement, de manière, effectivement, à faire en sorte que ce problème de la faim de la population soit résolu, parce que nous ne pourrions pas réussir la cohésion si nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes sociaux de la population. Il y a aussi les routes, les écoles, les hôpitaux. Tout ça, ça va ensemble. Donc c'est inévitable. C'est une action coordonnée du gouvernement qui touche, en tout cas dans le programme, vous le savez, il y a 15 piliers. Et tous les 15 piliers, chacun touche un domaine précis. Évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que le gouvernement réussisse. Ce n'est pas le même jour qu'on plante l'arbre qu'on mange ses fruits. Il faudra quelque part qu'on place la graine et que l'arbre pousse et qu'on puisse récolter les fruits après. Et donc le gouvernement est en train de lancer toutes ces actions qui devront en tout cas être appuyées dans chaque province de manière à ce que le problème social de la population... Alors, d'où le gouvernement central devrait essayer de promouvoir les ETD, les entités territoriales décentralisées, et en mettant en place des projets de développement qui doivent commencer par la base, et ce qui est plus important, plutôt que de centrer les efforts sur les grandes villes. Exactement, il y a des projets, mais il y a d'abord le fait important, l'élément important auquel je n'ai pas fait allusion tout de suite, c'est la caisse de péréquation. Ah oui. Cette caisse de péréquation, elle est destinée... Qui n'a pas encore vu les jours jusque-là. Si, elle a déjà vu les jours, mais elle n'est peut-être pas encore suffisamment alimentée. Il faut 10% du budget national pour alimenter cette caisse. Aider justement les gouvernements, les provinces et les entités décentralisées à pouvoir financer les programmes, exécuter les programmes au niveau. Et nous avons un ministre qui s'occupe de la décentralisation qui est suffisamment efficace et qui rappelle cette problématique à chaque occasion. Et donc, les efforts vont dans le sens de matérialiser effectivement cette caisse de péréquation pour aider les entités décentralisées à se développer. Parce que le développement, c'est à la base. Ce n'est pas au sommet de l'État que le développement doit se faire, c'est au niveau des entités décentralisées. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure, c'est la deuxième partie de notre émission. Vous avez parlé du tribalisme, j'ai promis qu'on allait y revenir. On sait que les tribus comme les ethnies sont des richesses culturelles et qui sont sont des réalités bien vivantes dans ces pays. Elles constituent une véritable force morale, il faut le dire. Tout à l'heure, vous avez d'ailleurs soulevé un mot très important à mes yeux, le vouloir vivre ensemble. Mais ce vouloir vivre ensemble est en train d'être disséqué aujourd'hui par la manipulation de la population, par ce qu'on appelle aujourd'hui le tribalisme, qui a pris vraiment de la profondeur, qui a pris des racines dans le vivre au quotidien de tous les Congolais. Alors, définissons d'abord, mais le tribalisme là, quelles sont ses causes exactement?
Ben, le tribalisme... On a semblé oublier ça pendant quelques années. Et voilà qu'aujourd'hui, le chef de l'État, déjà vous avez soulevé ça lors de la dernière réunion du gouvernement. Tout à fait. Où on a suivi le porte-parole. Et au fait, fustiger les réseaux sociaux et même certains médias privés qui relayent ou qui contribuent, si vous voulez, à relayer le tribalisme. Mais en fait, les causes aujourd'hui, mais c'est quoi exactement? Ben, c'est difficile de pouvoir dire quelles sont les causes qui poussent les gens à adopter des attitudes tribales. Vous l'avez dit, la diversité culturelle dans notre pays, la diversité des tribus, c'est une force que nous avons. Mais malheureusement, elles sont utilisées par des gens qui manipulent, qui manipulent pour pouvoir servir des intérêts égoïstes, personnels, et qui finalement, ça ne les avance pas, parce que les résultats, c'est quoi? Surtout les politiciens. Évidemment, ce sont surtout des policiers. Donc, le gouvernement est en train de combattre, et je me réjouis personnellement parce que nous avons suivi tous la rentrée parlementaire. La présidente de l'Assemblée nationale a fait son speech et n'a pas éludé cette problématique des discours tribaux qui se développent, des discours violents. Et j'étais content d'entendre dire la présidente de l'Assemblée nationale qu'il faut, et ça c'est tiré de l'enquête qu'elle aurait menée, il faut désormais que le parlementaire puisse s'occuper des problèmes sociaux de leurs élus au lieu de perdre du temps à des querelles politiciennes. Ça, c'est un message très fort. Parce que si les élus, ceux qui doivent travailler avec le peuple, ce sont les élus. Et ils doivent pouvoir faire en sorte que ces dérives puissent s'arrêter en faisant quoi? En votant des lois appropriées, en dépoussiérant peut-être les lois qui existent déjà, de manière à ce que ça soit sanctionné de manière exemplaire. Parce que l'impunité dans ce pays, l'impunité, c'est ça qui fait que... il existe une loi qui sanctionne la haine tribale ou les personnes qui... Voilà. Et bien donc, les comportements tribaux, c'est des gens qui, pour des raisons tout à fait difficiles à déterminer, font référence aux tribus au lieu de parler du pays ou je ne sais pas moi, de problèmes qui touchent l'ensemble de la population. Et donc, quand on se réfère à la tribu, au lieu de se référer, ou quand on est par exemple un parlementaire ou un responsable politique, on est censé travailler pour l'ensemble du pays et pas pour sa propre tribu. Ou non plus quand il y a un conflit entre les individus, au lieu de regarder le problème en soi, on regarde la tribu de celui avec qui on a le problème. La stigmatisation. C'est ça, ça fait partie des antivaleurs qu'il faut combattre. Oui, l'exclusion. Voilà, c'est tout ça, ça va dans le même panier. Et donc ce sont des choses qu'il faut combattre avec force. Alors le monde politique, puisque vous en parlez, mais il y a aussi, il faut parler dans les entreprises, dans les universités, et même un peu partout, on sent la résurgence du tribalisme qui intervient. Là où il y a X, il faut qu'il y ait 3 ou 4 personnes de son entourage direct. Voilà pourquoi nous devons insister, faire passer le véritable message qui est combattons les antivaleurs. Il faut combattre avec énergie toutes ces antivaleurs parce que leurs conséquences, je crois que ceux qui véhiculent les messages tribaux ne se rendent pas compte du mal qu'ils font aux leurs d'abord. Le tribalisme amène à la guerre, voilà, à la violence. Voilà. Parce que quand la guerre arrive, les balles ne savent pas choisir qui est de quelle tribu et qui ne l'est pas.
Et ceux qui véhiculent ces messages, je crois que ce sont des personnes, je ne sais pas quel qualificatif il faut leur donner, parce que quand il sort, quand cette personne qui véhicule les messages tribaux, il sort dans la rue, il va prendre le taxi, est-ce qu'il demande au taximène de quelle tribu il est? Est-ce qu'il demande à celui qui a fabriqué ce taxi de quelle tribu il est? Et donc, je crois que je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce sont des antivaleurs qu'il faut absolument combattre. Parce que avec ça, si on ne fait pas, si on n'arrête pas ces dérives, la cohésion est délitée et ça va aboutir à quoi? Au conflit intercommunautaire. Mais la justice existe. Il y a une loi qui réprime la haine tribale. Exactement. Mais pourquoi est-ce que en fait, on ne saisit pas, la justice ne peut pas se saisir automatiquement de tous ces messages qui incitent les gens à la violence tribale et consorts? L'état de droit, hein, je crois que dans la vision du chef de l'État, qui est de rétablir l'état de droit, reconstruire l'état de droit dans notre pays, a comme fondement c'est la justice. Et donc, aujourd'hui, il est, et c'est tout à fait indéniable, nous sommes en train d'entrer dans un état de droit où la justice est en train d'acquérir son indépendance. Et donc, il faut que cette justice fasse son travail. Parce qu'on parle de la répression du tribalisme. Il y a une ordonnance-loi qui date de 1966. De 66. Ouais. Et je vais lire parce que je trouve que c'est important ça. Donc c'est une ordonnance-loi qui réprime le racisme et le tribalisme. Et en son article premier, on dit « Quiconque, soit par parole, geste, écrit, image ou emblème, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l'aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion, ou cette haine sera punie d'une servitude pénale d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 5000 francs, ou d'une de ces peines seulement. Et on continue. Si l'infraction a été commise par un dépositaire de l'autorité publique, ça veut dire un homme public, un homme qui exerce une fonction publique, un ministre, un parlementaire, des leaders d'opinion. Tout cela. Si l'infraction a été commise par un dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale sera de 6 mois. Ça veut dire qu'on multiplie la sanction par 6. J'avais fait allusion à cet aspect de choses dans une des émissions, quand je mettais un avis tout à fait personnel en disant, moi je pense que si ces méfaits sont produits par des responsables politiques, ça devrait être, comment on dit ça, oui, réprimé. Oui, réprimé doublement. Oui. Doublement, il y a un terme qu'on utilise en droit. Et donc, on dit cette servitude pénale sera de 6 mois au moins, alors qu'on était à 1 mois, on passe à 6 mois au moins, et l'amende, pas l'une et l'autre, mais 6 mois, et l'amende de 5000 au moins. Donc, ça veut dire qu'on peut aller encore très loin. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Moi, c'est là que j'en appelle à tous nos concitoyens. Nous devons dénoncer ces faits de manière systématique, mais sans hésitation. C'est puisqu'on suit dans les médias, on lit dans les réseaux sociaux, et c'est malheureusement des politiciens qui recourent toujours à la sensibilité tribale pour pouvoir obtenir ce qu'ils cherchent. Il faut dire effectivement que quand les politiciens commettent ces méfaits, ils le font souvent par
l'intermédiaire des médias, en s'exprimant soit sur des réseaux sociaux, soit par... C'est condamnable d'ailleurs, vous avez vu, même par les médias. Donc dans les médias, c'est condamnable. Et donc, ici, c'est qu'il faut, c'est que j'interpelle, c'est que ça a déjà été fait lors de conseil de ministres par le chef de l'État, qui a donné instruction au vice-ministre de la Justice de ne pas laisser passer ce genre. Et aujourd'hui, je répète cela. Donc, nous interpellons la justice, donc, le ministère de la Justice, et pourquoi pas les tribunaux, les responsables, donc les responsables de pouvoir judiciaire, de ne plus jamais laisser passer ce genre de fait. Parce que c'est la dérive qui est en train de mener, de déstabiliser notre vivre ensemble, de déliter notre cohésion nationale et qui empêche tout travail cohérent. Parce que dans les troubles, quand il y a des troubles sociaux, qui va faire quoi? Donc, ici, c'est pour s'attaquer à l'impunité, en fait. Il faut que la justice fasse son travail. Le chef de l'État l'a dit, le gouvernement l'a répété à travers le Conseil des ministres. Aujourd'hui, je le répète encore. Et le but, effectivement, c'est de faire en sorte que tout citoyen puisse être capable de dénoncer ce genre. Parce que si les hommes politiques le font, et ce sont eux qu'il faut vraiment condamner, parce que je comprendrais qu'un citoyen ordinaire le fasse dans son quartier, à l'insu de tout le monde. Mais quand un responsable politique le fait sur le voie, dans les médias, ça a une importance beaucoup plus... Ça a une force de nuisance beaucoup plus importante. Oui, on a connu les guerres civiles dans ces pays, mais même ailleurs, comme au Rwanda, en Côte d'Ivoire et tout ça, c'est à cause de la haine tribale, en fait, exacerbée, surtout par les politiciens. Mais ça me pousse à terminer la lecture que je faisais du premier article. Parce que le dernier paragraphe, il est très important. Le dernier alinéa, il dit « Si l'infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion, le coupable sera puni de la servitude pénale, effectivement, à perpétuité. » Nous avons toutes les armes qu'il faut pour sanctionner. Je pense qu'il faut aujourd'hui que la justice fasse son travail. Évidemment, nous espérons que le Parlement, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'un projet de loi qui va dans ce sens de réprimer le tribalisme, nous espérons que ce projet de loi va dépoussiérer tout cela et faire en sorte que toutes ces antivaleurs soient effectivement sanctionnées. Le ton ayant été donné par la présidente de l'Assemblée nationale en interpellant en quelque sorte ses collègues parlementaires à s'occuper du social. Parce que la démocratie, c'est celle-là aussi. La définition de la démocratie, pour moi, enfin, il y a plusieurs définitions, mais on parle de la démocratie quand un parlementaire peut voter contre le mot d'ordre de son parti ou de sa famille politique pour faire avancer les intérêts de la population, celle-là même qu'il a élue. Voilà ce qu'on entend par démocratie. Mais là, revenons un peu dans ces combats contre le tribalisme. Est-ce que notre population, en fait, prend facilement tout ce qui touche à la sensibilité tribale? Mais est-ce qu'il n'y a pas des causes profondes qui font que le message tribal puisse passer facilement? Et en d'autres termes, est-ce que ce n'est pas à cause de la misère, à cause de l'exclusion, comme on disait tout à l'heure, qui fait que le message à caractère tribal puisse passer facilement dans l'opinion? Vous avez résumé les causes. Je pense que la situation de misère dans laquelle vit notre population depuis quelques années met cette population dans une position de faiblesse et de facilement manipulable. Et voilà ce qui arrive quand on dit souvent le ventre affamé n'a point d'oreille. Et la manipulation réussit sur ce terrain-là. C'est sur ce terrain-là. Donc, la misère
j'ajouterais même le niveau d'instruction qui est un peu faible dans notre population. Ce sont des ingrédients qui font que cette population est facilement manipulable, que ce soit par le message de haine ou message tribal ou n'importe quel autre message. Ce sont des gens qui... Et surtout quand ces messages viennent de qui? De ceux-là même en qui la population fait confiance, c'est-à-dire les responsables politiques, les leaders politiques. Voilà. Donc à ce moment-là, le message, il passe plus facilement, la population est beaucoup plus facilement manipulable. Et moi, je pense que c'est tellement important, il faut qu'on le dise, parce que la décentralisation que nous avons aujourd'hui, qui a fait que nous sommes passés de 11 provinces à 26 aujourd'hui, nous devons être attentifs par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas que les mauvais esprits, les gens qui sont mal intentionnés, profitent de cela pour approfondir le fossé qui existe entre les... En fait, ils croient gagner quoi en activant le tribalisme? Mais ce sont des petits... je m'excuse de les appeler les petits leaders qui veulent se cantonner dans leur village où ils règnent en petits potentats parce qu'ils ne seront votés que par les leurs. Des gens comme ça, je ne crois pas que si on fait de sorte que le prochain député soit élu à travers la République, je ne pense pas que ces gens seront élus vraiment et ils auront la capacité de représenter la population au sein du Parlement. Ben donc, ils les font dans des calculs tout à fait qui sont clairs. Hein. Dans ces gens, tu crois que par les canaux officiels, ils ne peuvent pas convaincre, alors il faut passer par des messages comme ça pour gagner la sympathie de la population? Je ne veux pas prendre d'exemple, mais je crois que il n'y a que ça. Parce que quand quelqu'un va se mettre, je ne sais pas, je prends un coin de la République, à Popo-Kabak, il va prendre un micro devant ses compatriotes de Popo-Kabak. Je m'excuse d'employer l'exemple de Popo-Kabak. Je n'ai rien contre Popo-Kabak, mais bon, ça me vient à l'esprit. Il s'exprime dans la langue locale, il dit, celui qui viendra nous embêter ici, il faut le chasser parce que... Ces gens vont l'écouter, ils vont l'écouter. Mais ça l'amène où? Parce que Popo-Kabak, ce n'est qu'un petit point du pays, un petit point qui... Oui. Et donc, ces genres de messages doivent être condamnés avec force. Et ces personnes qui tiennent ce genre de discours doivent être sanctionnées de manière exemplaire. Alors là, on donne raison à Feu le Marcel Mobutu qui disait tribu oui, tribalisme non. Tribalisme non. Vous l'avez dit. Je pense que si nous pouvons retenir quelque chose du régime de Mobutu, c'est abat le tribalisme, abat le régionalisme. Et on avait des responsables politiques dans les coins, dans les différents coins du pays, qui n'étaient pas les originaires de là-bas. Et on a des exemples. Et ça a permis de renforcer l'unité nationale. Oui, ça a permis de maintenir, heureusement... Hein. Oui, justement, pour vous soulever cet exemple-là. Mais aujourd'hui, avec les gouverneurs qui doivent être que des ressortissants des provinces, est-ce que ça ne vient pas au fait... exacerber cet état des choses? Vous m'amenez à peut-être mettre un point de vue tout à fait personnel. Je pense que ce qu'il faut condamner ce qu'il faudra peut-être reprocher à cette loi sur la décentralisation, c'est le fait d'autoriser que les responsables qui doivent être élus. Je crois que c'est une erreur qu'il faudra corriger quelque part. Parce que nous sommes tous des Congolais. Je peux me présenter dans n'importe quel coin du pays. Je suis Congolais. Et je peux prétendre être élu dans n'importe quel coin du pays. Mais dès lors qu'on favorise cela en disant que ces responsables doivent... Je pense que nos parlementaires, les juristes doivent se pencher sur cette question pour faire en sorte que, justement, le découpage provincial qui nous a fait passer de 11 provinces à 26 ne constitue pas une occasion pour aggraver le tribalisme.
aggraver ces antivaleurs. Mais il y a aussi le gouvernement qui doit combattre ça, puisque aujourd'hui, quand on a une entreprise située dans telle province, il y a toujours eu guerre. Non, il faut qu'il y ait un originaire de la province qui soit à la tête de cette entreprise. C'est des choses qu'on entend tous les jours, ça. Les entreprises de l'État. Oui, non, ça, je ne pense pas qu'il y a une disposition légale qui va dans ce sens-là. Il n'y a aucune entreprise, on dit, parce que l'entreprise se trouve dans la pratique, c'est ça, malheureusement. Mais ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de reconstruction de ce pays, de reconstruction de certaines valeurs que nous avons perdues, volontairement ou inconsciemment, je ne sais pas. Mais il faut recadrer, il faut remettre certaines choses sur les rails. C'est entre autres ces genres de comportements. Ce n'est pas cadré par une quelconque disposition légale. Je ne pense pas que dans notre constitution, dans les lois du pays, qu'il y ait une disposition qui dit une société qui se trouve dans le Bas-Congo, pour un PDG, il doit être du Bas-Congo. Non, non, ça n'existe pas. Et si ça existait, je pense que ce sont des dérives qu'il faut corriger. Voilà, dérives qu'il faut corriger, monsieur le ministre, et nous terminons. On vous a entendu. Il faut donc favoriser les tribus. Ça, c'est une évidence. Et donc là, c'est pour en fait favoriser également les savoir-vivre ensemble, comme vous l'avez dit. Absolument. Et c'est ce vivre ensemble, qui fera que nous pouvons nous entendre, renforcer cette unité nationale, travailler la main dans la main, comme le chef de l'État l'a dit dans sa première allocution quand il a été intronisé. Il faut que les Congolais se donnent la main pour travailler ensemble de manière à faire que nous combattions la pauvreté, nous combattions le sous-développement, que nous amenions notre pays vers l'émergence. Voilà, l'émergence tant souhaitée par tous. C'est donc par ces mots que nous terminons cette émission, la 4e. La 5e viendra dans 2 semaines, dans 15 jours, et nous pourrons également continuer à enfoncer, à approfondir ces questions qui touchent aux antivaleurs qui sont en train d'enfoncer notre pays dans l'inconnu. Nous avons donc terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, mesdames et messieurs. Merci.